14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Presque tous les jours, c'est une journée mondiale contre, etc. Alors dans l'ensemble, bon, ça me laisse assez indifférente, mais aujourd'hui, en ce 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida et donc j'ai eu envie de vous la rappeler, d'autant plus qu'elle est un petit peu passée, elle passe de plus en plus sous silence au fil des années. Alors certes, on guérit bien du sida, néanmoins ça reste une vraie maladie. Alors on peut éventuellement en parler ensemble si vous le désirez. En tout cas, moi j'ai beaucoup lutté contre le sida durant des années bien auparavant. Donc voilà, j'avais envie de le rappeler. Mais notre sujet aujourd'hui est également très actuel. Vous savez que l'éco-anxiété est quelque chose dont on parle de plus en plus, qui est en nette augmentation. Et cette anxiété pousse de nombreux humains à ne pas oser devenir parents. Alors, formule que je préfère à celle qui consiste à dire de faire un enfant. Bon, en tout cas, la question d'avoir ou pas un enfant est une question qui, durant des siècles, ne se posait absolument pas. Les enfants arrivaient et on n'avait pas tellement le choix d'ailleurs pour la plupart des femmes. Donc est-ce un progrès pour l'humanité de pouvoir se poser cette question? Eh bien c'est déjà celle-là de question que je vais poser à mon invité Ugren, qui aura certainement une réponse très intéressante comme toujours. En tout cas c'est un plaisir pour moi de le recevoir. Alors est-ce que c'est une question philosophique? En tout cas Ugren a beaucoup travaillé sur la question du désir d'enfant. Désir d'enfant justement, c'est quoi un désir d'enfant? C'est peut-être la question que je vous pose et qu'on pourrait aborder ensemble. Donc je vous invite à venir réagir et à poser vos questions. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Ugren. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup travaillé sur ce désir d'enfant qui ne pouvait pas être satisfait puisque c'était souvent parce que les couples avaient des problèmes d'infertilité, que ça a été un peu votre spécialité pendant très longtemps. Oui, justement, c'est à propos de l'infertilité que du coup on s'est posé la question du désir d'enfant avec ces couples, avec ces femmes, avec ces couples, et que du coup petit à petit, bien cette idée de réfléchir sur le désir d'enfant est arrivée, même s'il y avait beaucoup de résistance, peut-être moins maintenant, d'après ce que je comprends, et du fait de ce qui se passe politiquement, ce qui se passe sur la terre, avec cette crise qui arrive, mais se poser cette question me paraît fondamental. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne se l'a pas posé plus tôt, la question du désir d'enfant, parce que vous avez évoqué qu'il y avait sûrement, de loin, plusieurs composantes dans ce désir d'enfant, et je pense que c'est important de l'aborder pour y voir clair et savoir qu'est-ce qu'on va faire de sa vie avec un enfant si on en a un, quoi. Oui, alors il y a eu des millénaires, parce que il n'y avait pas de contraception, il y avait une nécessité aussi à avoir beaucoup d'enfants parce que la mortalité infantile déjà était très forte. Sur les 10 enfants qu'avait une femme, il y en avait peut-être 3 qui survivaient. Il faut quand même se rappeler d'où on vient parfois pour mieux comprendre où on en est et peut-être être plus indulgent avec nous-mêmes. Oui, et puis je crois que de toute façon, c'est pas complètement terminé, parce que là, il y a quelques jours, on projetait un film à l'endroit où je suis, à l'Aube, qui s'appelle « Et j'ai décidé de vivre ». Et en fait, c'est une femme qui a perdu un enfant, et dans ce qu'elle raconte, dans un conte qu'elle raconte, elle dit qu'en fait, quand on va à la rencontre des couples, des femmes, il y a toujours des décès d'enfants. C'est très très rare qu'il y ait dans la famille aucun décès d'enfant. Donc c'est des choses qui existent encore et qui sont quelquefois un petit peu tabous, mais c'est des choses qui existent. Mmh. Alors, désirer un enfant, qu'est-ce que ça évoque pour vous Alors, le désir d'enfant, pour moi, ça évoque quelque chose de compliqué, qui est encore un peu difficile à aborder, parce qu'il faut une véritable volonté de mettre de la clarté en soi. Donc c'est presque un travail thérapeutique, psychothérapeutique, de mettre en lumière nos motivations. Et les motivations sont très variables. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu caricatural dans ma façon de le dire, mais aujourd'hui, l'enfant est quelquefois et trop souvent devenu un produit de consommation courante, avec toutes les techniques qu'on propose, donc des enfants sur le marché, avec les GPA, etc., et où finalement l'intérêt de l'enfant est très secondaire par rapport à ce désir qui est présenté comme sacro-saint, alors qu'il a des composantes qui sont quelquefois, j'allais dire, d'enthousiasme, voilà. Mais il y en a quelquefois où c'est pas ça, c'est quelque chose qui est quelquefois très égoïste.
et quelquefois même réparateur, puisqu'on parlait à un moment des enfants médicaments, l'enfant étant là pour réassurer une personnalité un peu chancelante, enfin des choses qui sont... où l'enfant ne devrait pas être dans cet enjeu-là, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors il y a des femmes, des couples, hein, même aujourd'hui, qui décident de ne pas avoir d'enfants à cause justement de ce qui se passe sur le plan écologique. Hein. Donc ça, c'est une tendance. Après, je ne sais pas trop... Qu'est-ce que ça va donner ? On verra. Pour l'instant, c'est une tendance assez nouvelle. Mais ce que je trouve intéressant quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes, et elles sont de plus en plus nombreuses, qui font réellement le choix de manière très réfléchie de ne pas avoir d'enfants. Donc ça montre déjà qu'il y a quelque chose sur le plan culturel qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire que moi, je me souviens, puisque j'avais fait le choix de ne pas avoir d'enfants, c'était presque... D'abord, c'était très égoïste. Et ensuite, c'était comme si j'étais pas vraiment une femme. Parce qu'une femme qui veut pas d'enfants, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Oui, tout à fait. Tandis que là, ça, c'est quand même un mouvement qu'on observe on va dire depuis le début des années 2000, peut-être, qui est assez nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne chose, en effet, que finalement, on ne réduise pas l'idée que la femme, elle est faite d'abord pour avoir des enfants et que justement, cette période oblige à se poser cette question-là. Donc, je pense que, en effet, du point de vue socio-culturel, comme vous le disiez, c'est une très bonne chose qu'on se recule par rapport à cette pensée un peu automatique, et que du coup, on se repose la question autrement. C'est est-ce que je veux un enfant ? Est-ce que j'en veux pas ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que je crois que de toute façon, qu'on ait des enfants ou pas, il y a un moment où les enfants, même si on les a eus, ils s'en vont. Hein. Et quand oui, on ne devrait pas les faire pour soi, déjà. Voilà, on ne devrait pas les faire pour soi. Ce qui malheureusement n'est pas... Et d'ailleurs, on le voit avec la PMA pour toutes. Je ne sais pas si vous étiez pour ou contre, mais en tout cas, avec la PMA pour toutes, moi, j'entends plusieurs de mes invités qui reçoivent des femmes hétérosexuelles et qui décident de se faire un enfant toute seule pour pas s'embêter avec un homme, en gros. Hein. Mais sauf qu'élever un enfant toute seule, c'est quand même une double tâche. Et c'est pas forcément bon pour l'enfant en plus. Oui. C'est-à-dire que là, on est dans une période où on a droit à tout. En fait, c'est pas que dans ce domaine-là. Oui, ça revient à ce que vous disiez. Voilà. Oui. Donc, on a droit à tout. Donc, un enfant, si je veux, dans les conditions que je veux. Alors, du coup, oui, on évite le couple. Mais le couple, c'est aussi une expérience d'amour qui est compliquée, bien évidemment, hein, mais qui nous apprend des choses. Qu'on est aller au bout du couple ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on a appris. Et avec l'enfant, ça va être encore un autre apprentissage, presque plus complexe. Donc, éviter une expérience pour en faire une autre qui va être très compliquée, c'est pas forcément un bon plan, quoi. Oui, et je crois quand même, moi j'ai un peu tendance à penser que y a certaines valeurs humaines qui sont là depuis la nuit des temps et qui quelque part resteront. Je pense qu'un enfant, c'est quand même la rencontre d'un homme et d'une femme, même si, comme vous le dites, le couple va peut-être pas durer, mais c'est quand même un enfant. D'ailleurs, on est tous issus d'un homme et d'une femme, et avec deux familles qui doivent se rencontrer, et on a ça en nous. Et je trouve que tous ces enfants qui vont arriver dans les années qui viennent et qui vont être donc d'une seule personne finalement, même si bien sûr il y aura de toute façon quand même un spermatozoïde, on est bien d'accord. Mais quand on voit aussi la souffrance de tous ces enfants qui n'ont pas connu leur père ou leurs parents, on se dit il y a peut-être quand même quelque chose qui peut un petit peu dérailler par la suite. Oui, c'est le problème des origines, et justement... on sait l'importance, on ne peut pas passer outre nos origines, quoi qu'on en dise. Alors, on montre des statistiques bricolées pour montrer que c'est pas très important, mais en fait, on va pas au centre du sujet et du problème, avec des gens compétents et qui sont capables de parler de ces questions-là. Mais la question des origines, c'est extrêmement important. Et bien sûr, quand il y a eu un accident et que le père est mort ou qu'il est parti, on fait avec, et ça, on s'arrange, bien évidemment. Oui, mais l'origine est là. Mais l'origine est là. L'origine a été là, et l'histoire familiale compte pour un enfant, compte énormément pour un enfant. Oui, donc je crois que on est bien d'accord. Oui, j'imagine bien. On parlera dans la deuxième heure aussi avec Hélène Monet, qui vient d'écrire un livre, Avoir un enfant ou pas, et qui pose beaucoup de questions assez pertinentes. D'ailleurs, c'est un livre qu'on peut conseiller s'il y a des femmes qui hésitent, ou des hommes d'ailleurs, parce que ça peut être aussi un questionnement d'homme, mais il faut reconnaître que c'est plutôt un questionnement de femme
quoi qu'il en soit. Oui, encore que de plus en plus, je trouve que les hommes se la posent la question aussi. Oui, oui, bien Dans sûr. la région où je bien suis, il y a sûr. pas mal de gens qui se posent. Il y a Ouais. même des hommes qui ont recours à la vasectomie pour être Exactement. sûr de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ne Oui, tout à veulent fait. pas qu'on profite d'eux, si je puis dire. Et puis alors, je voulais parler d'un livre aussi qu'on m'a offert et que j'ai trouvé assez drôle et pas inintéressant quand même. C'est une vétérinaire qui s'appelle Hélène Gâteau qui a écrit ça. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un enfant un chien. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant? Alors, c'est assez intéressant parce que elle dit des choses qui peuvent être un peu dérangeantes peut-être pour certains, mais il y a de l'humour, voilà. Et puis si on aime les chiens, ça se lit bien, voilà. Ça s'appelle Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. C'est Hélène Gâteau qui en est l'auteur. Mais bon, ça c'est encore. Il y a quand même un peu d'humour, je pense que c'est un peu provocateur volontairement, mais il est certain que on peut aussi ne pas avoir d'enfants et projeter dans les enfants des autres ou dans un animal ce besoin de maternel ou paternel, parce que c'est vrai que ça c'est un besoin humain qui est tout à fait respectable. Oui, quelque chose ouvert sur l'autre, quelle que soit la façon, mais ouvert sur l'autre, sur les autres, autre enfant, autre cause, je dirais même. Et puis tout de suite après, on va donner la parole aux auditeurs, bien sûr. Il y a une chose aussi qui peut-être est rarement abordée, mais je sais qu'avec vous, Hugues, on peut en parler. Ne pas avoir d'enfant, c'est aussi couper court. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un peu d'immortalité dans le désir d'avoir un enfant? Oui, un peu, oui, de se projeter très loin et de sentir. Parce que finalement, à travers ces cellules, on le voit. Enfin, moi, ça me frappe souvent à la mort d'une personne âgée. On a toujours tendance à parler de ses enfants, de ses petits-enfants, comme si, il n'est pas vraiment parti, quoi. Il reste quelque chose de lui. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je crois que, je ne sais pas si c'est Gilles Brand qui disait ça ou un autre sage qui disait « Ne me cherchez pas dans les cimetières, mais cherchez-moi dans le cœur des êtres que j'ai su aimer ». Ou qui m'ont aimé. C'est joli. Je trouve que du coup, ça laisse une trace beaucoup plus belle que juste une espèce de suite avec les enfants ou la famille. Quoi. Bon, en tout cas, on va en parler avec vous. N'hésitez pas, que vous ayez envie ou pas d'avoir des enfants, vous pouvez prendre la parole. Et puis surtout, si vous avez des questions à poser à Hugues, je l'ai dit, vous avez été longtemps le spécialiste des traitements de l'infertilité. Donc vous les avez entendus, toutes ces femmes qui souffraient, tous ces couples qui souffraient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un enfant. On fait une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve avec vous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Hugues, gynécologue, obstétricien, spécialiste des traitements de l'infertilité, et vous pouvez le retrouver sur son blog hugues-rennes en un seul mot.com. Allez voir peut-être sur sudradio.fr comment ça s'écrit, parce que ça ne s'écrit pas tout à fait comme la reine. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte et bonjour Hugues. Alors, vous avez décidé, vous, de ne pas avoir d'enfant, mais il y a déjà pas mal d'années, je crois. Alors, je viens d'avoir 60 ans. Et effectivement, donc, je ne sais pas si j'étais aussi avant-gardiste, mais c'est vrai que je ne voulais pas d'enfant. Vous avez, dans l'introduction, parlé des réflexions, des raisons, et je vais dans votre sens. Par contre, je vais quand même dire que mettre au monde un enfant, c'est sûrement une merveille, une belle chose de la nature. C'est quand même beau d'avoir un petit être humain qui est porté qui est créé. Et c'est vrai que franchement, c'est quelque chose quand même de beau, mais c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Ma créativité a été dans d'autres domaines. Alors, par rapport à votre introduction, je rajouterais, c'est vrai que quand vous avez parlé le fait de perpétuer l'espèce aussi, de toutes ces croyances qui existent depuis, alors peut-être des millénaires, je ne sais pas, autour du fait d'enfanter.
Je rajouterais donc perpétuer l'espèce, qui sont des croyances aussi. Y a-t-il aussi, comme vous avez très justement dit, le fait que lorsqu'il y a une personne âgée qui décède, et bien forcément il y a on se sent encore vivant de par ses enfants, ses petits-enfants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les croyances patriarcales et matriarcales qui petit à petit sont en train de bouger? C'est-à-dire, ce serait quoi ces pensées patriarcales, matriarcales, Catherine? C'est-à-dire que d'abord la femme porte l'enfant, alors on peut se poser la question du pouvoir d'enfanter, le fait que la femme a ce pouvoir par rapport à l'homme actuellement. Ah, ça c'est sûr que la femme qui a un enfant se sent puissante, hein, très souvent. C'est quelque chose qu'on a souvent remarqué. Et d'ailleurs, une femme n'est plus tout à fait la même après avoir eu un enfant, en règle générale aussi. Voilà, donc il y a tout ça aussi qui intervient. C'était quelque chose qui m'interpellait, ça. Effectivement, pas le chantage affectif, mais cette toute puissance. Ensuite, être parent, être mère avant d'être femme, ça on l'aborde souvent dans vos émissions, ou d'être homme, aussi être père avant d'être homme. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on porte. Alors les nouvelles générations, est-ce qu'elles travaillent tout ça pour nettoyer, pour que... ce qui se passe, vous savez Catherine, ce qui se passe, c'est que la culture d'un pays joue toujours un rôle dans les choix des individus. Il est plus facile aujourd'hui, en 2023, d'affirmer qu'on ne veut pas d'enfants que ça l'était à votre époque. Donc forcément, il y aura plus de femmes de toute façon qui vont prendre cette décision-là. Il y a des femmes. Moi, j'ai déjà entendu, quand on évoque ce genre de sujet, j'ai déjà entendu des femmes qui me disaient bon, j'ai eu 2 enfants, si c'était à refaire, je n'en aurais pas. Même si évidemment elles adorent leurs enfants et elles sont pas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc on voit bien que la culture joue. Aussi. Et le côté anxiogène de cette société, moi je ne crois pas que ça soit la seule raison, parce qu'il y a toujours eu des périodes anxiogènes. Maintenant on en entend plus parler parce qu'effectivement on a plus de médias, de moyens de communication. Moi je pense que il y a dans les croyances le fait d'élever un enfant aussi pour ses besoins primaires, et le fait de s'en occuper au niveau des besoins émotionnels, d'être un être avec des qualités, des valeurs, des défauts. C'est peut-être assez nouveau dans le fait d'élever, d'enfanter, de mettre au monde un enfant, et que les autres croyances qu'on a abordées avant, est-ce que c'est des choses qui Mais sont qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne pas en avoir? Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, je pense que j'analysais beaucoup trop et vous me posez des bonnes questions quand même. C'était le pouvoir des parents, la toute-puissance, le pouvoir de la mère vis-à-vis du père, le fait de mettre au monde des enfants et ne répondre qu'à ses besoins primaires, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal. Hein. La priorité, c'est déjà ça. Ne pas s'être posé des questions sur sa propre vie, sur s'aimer d'abord, et puis... comme si on règle aussi vous allez m'aider Brigitte, comme si on réglait un peu son enfance aussi, en mettant au monde un enfant pour réparer aussi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des enfants quand on est en paix avec toute son histoire et qu'on s'aime vraiment? Et là, effectivement, on est sur des enfants... quand on peut, hein, je dis pas que c'est facile, mais voyez, et je me pose... c'est possible pour les hommes, parce que c'est possible pour un homme d'avoir un enfant à 50 ans, pour une femme c'est un peu compliqué, et c'est vrai qu'on commence à réellement savoir qui on est plutôt à 45-50 ans qu'à 30 ans, hein, il faut bien le dire. Exactement. Donc alors je suis d'accord avec vous, Brigitte, il y avait ça à rajouter, et c'est ça le hic, un petit peu donc c'est ça, et je me pose même la question, vous voyez, d'avoir rencontré des hommes avec des enfants, plutôt grands, ou même un qui avait une fille, tout de suite, et ça peut être une bonne maman, une bonne personne pour transmettre à ma fille, ou alors l'homme se cache derrière ses enfants, je peux pas te voir parce que je vais voir mon fils, ma fille. Et tout ça, je pense que ça joue aussi.
Oui, moi, les enfants. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose parce que vous abordez de très nombreux sujets autour de la parentalité et du désir d'enfant. Donc je vais en prendre un comme ça ou deux au hasard. Le premier, c'est le contexte social qui fait qu'en effet, il y a toute une période où il fallait faire des enfants parce que il y a 10 000 ans, il fallait peupler la Terre, il y avait beaucoup de mortalité, donc c'était quelque chose où la femme était très investie et reconnue même comme, comme magicienne parce qu'on savait même pas comment on faisait les enfants. Et donc faire un enfant, c'était quelque chose d'incroyable, quoi, à l'époque. Et puis petit à petit, bien sûr, on a commencé à comprendre comment ça se faisait, les enfants, et donc la femme est devenue moins magicienne dans ce sens-là. Mais quand même, il y a eu toute une période avec les grands fléaux qui ont fait énormément de morts sur Terre, et avoir des enfants, ça permettait quand même de reconstituer un peu la vie humaine, quoi. Je lisais. Et on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là aujourd'hui, c'est ça que je voulais en venir. Vrai. On n'en est plus du tout là. Et aujourd'hui, en effet, on se pose la question parce qu'il y a une surpopulation et que cette surpopulation oblige à se poser la question autrement. Et ça, c'est une très bonne chose. Et cette question, d'ailleurs, ne se pose absolument pas en Afrique, par exemple. Mais parce que sans doute que les femmes, malheureusement, n'ont pas encore trop accès à la contraception ni à l'information, évidemment. Oui, l'autre chose que je voulais dire rapidement, c'est que en fait, c'est vrai que avoir un enfant, c'est ce qu'on appelle la procréation, hein, mais que de toute façon, après la procréation, il y a la création, et que toute femme avec ou sans enfant est invitée, comme les hommes d'ailleurs, à apporter sa part à l'édifice de la construction de la vie humaine et de la vie tout court sur Terre, et que là on est dans la partie créative et on peut passer par la case enfant ou pas, mais de toute façon nous sommes tous appelés à la phase créative. Eh bien, merci Catherine de cet échange. Vous avez bien introduit le sujet, si je puis dire. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On retrouve notre Sexy News, comme tous les vendredis. C'est Flore Chéry qui va nous parler de ces fameux calendriers de l'Avent, mais on en a eu un aperçu déjà hier. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hugues, Flore Chéry nous a rejoint. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte. Bonjour Hugues. Ça n'échappe à personne, c'est bientôt Noël. Oui, c'est ça, vous parlez de la naissance d'un enfant, à quel point c'est important. Et on en célèbre une de naissance tous les 25 décembre depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est le premier jour de décembre. C'est le jour donc pour ouvrir la première case de son calendrier de l'Avent, si vous avez un calendrier de l'Avent à la maison. Alors, j'en parle sur votre plateau parce que c'est devenu toute une frénésie, le calendrier de l'Avent, dans le monde de la sexualité. Depuis quelques années, toutes les marques créent le leur. Je pense à Satisfyer, Espace Plaisir, C'est celui qu'on avait hier, Satisfyer. Franchement, pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Ah oui, franchement, faut reconnaître. Dorsel aussi, mais les bouchées. J'en parle un peu parce que chaque année, c'est eux qui mettent le plus d'investissement sur les packaging qui sont sublimissimes aussi de chez Dorsel. Je pense aussi à Passage du Désir, Amorelli ou encore Adam et Ève. C'est vraiment leur produit phare à toutes ces marques de fin d'année. Ce produit permet de faire découvrir en 24 cases toute la gamme finalement de la production de la marque. Lubrifiants, accessoires coquins, petits jeux à explorer en couple, etc. Et c'est très amusant quand on connaît l'origine du calendrier de l'Avent. Il a été créé au 19e siècle en Allemagne avec pour idée de faire patienter les enfants avant Noël en leur distribuant des images pieuses et religieuses. C'est donc à la base une tradition familiale. Il faut attendre le 20e siècle pour que cela devienne un produit commercialisé. Dans l'entre-deux-guerres, le calendrier laïque commence à remplacer le calendrier religieux et c'est en 1958 qu'apparaît le premier calendrier avec du chocolat à l'intérieur. Et puis là, voilà, c'est le début de la fin. Le calendrier devient donc un prétexte pour explorer tous nos péchés capitaux. Chocolat, bière et vin, petits trucs de maquillage produits à base de CBD et bien sûr dans la longue liste de nos péchés, la luxure, bien sûr, évidemment, avec les sextoys. Bon, dans l'absolu, le calendrier, on ne l'achète pas pour soi, mais pour son couple. Donc c'est une bonne façon de se retrouver pour des moments à deux en fin d'année où les nuits sont un peu plus longues, où l'on a plus envie de coucouner. On sait par exemple que c'est une période de l'année où l'on va plus facilement concevoir un enfant, donc c'est le moment où l'on réinvestit son couple. Maintenant, ce qui peut gêner dans l'achat d'un calendrier de marque de sextoys, au-delà du prix, c'est aussi qu'il va y avoir plein de petits objets et on sait que certains vont finir au placard et on ne va plus jamais s'en servir. Moi, je conseillerais plutôt de faire son propre calendrier de l'Avent avec un mix entre des objets que l'on a vraiment envie de tester, d'utiliser et des expériences que l'on a envie de faire. Oui, mais l'intérêt du calendrier de l'Avent, c'est que ça vaut beaucoup moins cher. Enfin, oui, c'est qu'il y a une apparence de réduction sur la somme des produits utilisés. Quand même. On a fait vaguement le calcul hier.
c'est une économie. Maintenant, là où vous avez raison, c'est une économie, mais si on en met la moitié dans le placard, c'est pas une économie, bien sûr. Voilà, il faut aussi se poser la question d'est-ce que l'objet est important ou est-ce que finalement c'est l'expérience qui est la plus importante. Et on peut aussi se faire des petites surprises en couple avec des expériences à faire à deux, un bain chaud, une soirée pizza avec du champagne ou un moment de massage. Le calendrier, c'est finalement l'occasion de se donner un rendez-vous quotidien pour explorer son intimité de couple. Et ça peut être ça finalement le plus important pour passer un mois de décembre complice et serein. D'autant plus que c'est quand même un mois assez déprimant pour beaucoup de gens, parce qu'on a déjà tout le mois de novembre qui était pas très gai. Je suis assez surprise, Hugues, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de gens qui ne supportent plus les fêtes. J'ai l'impression que c'est en nette augmentation. Oui, tout à fait. Alors ça, moi j'ai remarqué aussi. Je ne sais pas pourquoi. Eh ben, je pense qu'elles ont perdu du contenu, et peut-être que là on en remet du contenu. Merci Flore. et je crois que ça a beaucoup perdu de contenu, oui. Donc les gens se retrouvent pas. On croit plus à la famille, ou on n'a plus envie de subir. On n'a plus envie de subir la famille, peut-être. Je sais pas. Je pense que moi, de ce que je vois autour de moi, un peu l'idée des cadeaux, il faut à tout prix trouver des cadeaux, et ça se répète, et puis on ne sait pas trop quoi offrir, et du coup il y a une espèce de pression qui se met, alors que ça devrait venir du cœur, ça devrait venir comme une spontanéité. Oui, mais c'est vrai que cette histoire de absolument de trouver des cadeaux. C'est vrai que c'est un peu pénible. Je suis d'accord qu'il y a une forme d'injonction qui se renforce d'année en année sur Noël et qui fait perdre l'esprit, la vraie valeur, la vraie richesse qu'est Noël, qui est de se retrouver en famille, de repartager des moments qu'on a peut-être perdus le reste de l'année, et puis ralentir aussi le rythme. Alors que là, quand on doit tout organiser, le repas, les cadeaux, etc., on se remet dans un rythme de travail, alors qu'on devrait être dans un rythme d'hibernation, de cocooning, où on ralentit un petit peu. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut dépenser de l'argent, quoi. Il faut que ça ait de la valeur, il faut mettre de l'argent autrement. Puis il y a les entreprises qui donnent les primes de Noël pour qu'on puisse acheter des cadeaux. Il y a tout un écosystème qui se met autour, qui est en effet un petit peu pernicieux. Alors que c'est des preuves d'amour, on en a fait une consommation et l'argent devrait correspondre à l'amour qu'on porte, donc ça devient très bizarre et ambigu. Oui, c'est-à-dire qu'on perd le symbole de Noël et du Nouvel An pour, encore une fois, une société de consommation à outrance. Et oui. Et donc du coup, alors c'est plutôt bon signe. Les gens qui comme ça sont un peu révoltés par les fêtes, ça prouve que ils sont pas encore rentrés dans la société de consommation. Donc voilà, finalement c'est peut-être très bien. Oui, et puis surtout, ça les pousse peut-être à être créatifs en se disant tiens, je ne veux pas de ce Noël commercial, qu'est-ce que je veux pour ma famille, qu'est-ce que je veux pour ma vie de couple, et à réinventer d'autres rituels et d'autres preuves d'amour. Moi, je pense que c'est aussi positif de se révolter pour trouver autre chose. Tout à fait, mais de toute façon, pour trouver autre chose, il faut d'abord se révolter, sinon on courbe les chines et on rentre dans le troupeau. Mais Brigitte, je me rappelle qu'on avait fait une émission ensemble il y a au moins 5-6 ans sur les cadeaux de Noël, et on avait trouvé des cadeaux qui n'étaient plus financiers, mais qui étaient des cadeaux de preuve d'amour pour des enfants, des petits-enfants, pour des enfants un peu plus grands, pour des adolescents, etc. Alors je ne me rappelle plus le contenu. Non, mais de toute façon, pour le 24 décembre, on fera une émission. Alors évidemment, ce sera trop tard pour acheter les cadeaux qu'on proposera, mais on va essayer de trouver comme ça des idées, parce qu'on peut aussi pour les couples, peut-être que c'est mieux de s'offrir un cadeau pour le 31 que pour le soir de Noël. C'est quand même aussi une fête pour les enfants, Noël. Oui. C'est vrai. Et puis il y a la joie de découvrir des nouveaux jouets quand on est enfant aussi. Ça, il faut évidemment le conserver. Et puis de retrouver les cousins cousines, évidemment qu'il faut le conserver. Certes, mais peut-être pas non plus trop de jouets, parce que trop c'est l'ennemi du... Je suis un peu d'accord. Surtout quand on voit que les enfants jouent avec leurs jouets une nuit, 2 nuits, et qu'après, c'est comme les sextoys, ça reste dans un tiroir et ça prend la poussière. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Bon. Moi, ce que je remarque, c'est quand je suis dans des Noëls où il y a des petits, c'est qu'en fait, ils ouvrent les cadeaux à toute vitesse, ils jettent le cadeau et c'est juste le papier qui... L'emballage, et puis après, on se dépêche et puis les jouets vont se terminer. Je ne dis pas quand on visite la chambre... 6 mois après, qu'il y a des tonnes de cadeaux des années qui se sont accumulées, et là on se dit avec quoi ils jouent, quoi, comme vous le disiez. Oui. Bon, merci en tout cas, Flore Chéri, merci beaucoup. Et puis on peut vous retrouver bien sûr au Sweet Paradise dans le 2e, si on a envie pourquoi pas de tester. Et voilà, d'offrir un petit cadeau, ou de tester une nouvelle expérience en fin d'année. Le Sweet Paradise sera beau. Exactement. C'est Thomas qui nous rejoint. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser 3 questions intimes et ensuite vous pourrez en poser une à Hugues. Alors Thomas, elle va peut-être vous surprendre cette question, mais elle est un peu en rapport avec l'émission.
Quand vous faisiez l'amour, parce que je pense que c'est pas une question que vous posez encore aujourd'hui, est-ce que ça vous arrivait de penser que vous pourriez faire un enfant? Oui, de plus en plus. Enfin, je dirais de plus en plus. Ah, je crois, oui. Vraiment, chez moi, la question est très importante et malgré le fait que je puisse rencontrer une personne d'un soir, etc., je me pose quand même la question de savoir si jamais cela arrive, comment je me sentirais. Et il y a toujours une projection chez moi. Malgré le fait que vraiment je puisse trouver des partenaires sexuels assez fréquemment, mais quand même de toujours me poser la question et de poser la question avec ma compagne, la personne avec qui je suis dans l'instant, si c'est ok, et comment elle aussi elle réagirait. C'est intéressant votre réponse. Hugren, à votre avis, beaucoup d'hommes se posent cette question ou pas tant que ça? Alors, moi, c'est pas un avis documenté, mais j'ai l'impression que non, ça pose pas si souvent que ça, de temps en temps. Oui. C'est pour ça que je trouve que c'est la réponse de Thomas, mais c'est intéressant. Est tout à fait intéressante. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà eu des pannes d'érection? Non, jamais. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ouais, mais j'ai quand même passé 30 ans, senti un peu 30 ans, ça va, vous êtes jeune. Vous avez le temps. Mais j'ai quand même senti, en tout cas, je veux bien vous croire, parce que déjà, passé les 30 ans, je commence à sentir moins de... Ce petit côté un peu moins, je dirais... fougueux, ardent, immédiat. Exactement. Cette fougue un peu... immédiate, ce qui arrive. Ça montait tout seul, maintenant ça monte. Ouais, d'accord. Non, vraiment, je conserve encore... Mais vous avez encore au moins 30 ans avant que ça descende, vous inquiétez pas. J'espère, ok. Et dernière question, puisque c'est la journée mondiale contre le sida aujourd'hui, en tant que ce 1er décembre, quel rapport vous avez avec le préservatif ? Oh bien, ça va. Bien sûr que je pourrais m'en passer. Bien sûr que le plaisir est, je crois, bien meilleur une fois enlevé, mais non, aucun problème. Vraiment, pas de souci. Je trouve au contraire que une belle invention qui peut permettre de prendre du plaisir sans trop se poser trop de questions. Et voilà, non, chouette. D'accord, écoutez... Assez reconnaissant des progrès scientifiques. Oui, et puis c'est vrai que c'est une sécurité, quoi qu'on en dise. Bien sûr. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous pouvez poser une question à Hugren, il vous écoute, allez-y. Ok. C'est de savoir si... la même question, si... le fait d'avoir des enfants, c'est une question qui se posait. S'il y en a ou s'il n'y en a pas, je ne sais pas. Et si... avec réflexion, s'il pouvait revenir dans le passé, s'il en aurait ou pas. Alors oui, j'ai 3 enfants. Alors si je remonte dans le passé, en fait, dans le passé, juste avant, je ne voulais ni femme ni enfant. Je voulais des aventures passagères, mais je voulais pas. Et donc j'ai beaucoup évolué. Et je me suis retrouvé, avec un vrai désir d'enfant à un moment. Qui est venu très spontanément. Je l'ai pas vu arriver. Et du coup, j'ai eu 3 enfants. Donc qui se sont suivis, les 2 premiers à 1 an, 14 mois d'écart, et le troisième à 2 ans après. Et tous voulus, tous, voilà. Mais tous assumés. Assumés, oui. Avec la découverte, c'est pas si simple que ça. L'idée qu'on s'en fait sur le terrain, c'est pas la même, je confirme. Eh oui. Mais en tout cas, vous ne regrettez pas ça. Ah non, je regrette pas. Non, surtout là, oui. On a une très, très, très belle relation, différente avec chacun, mais très belle relation qui s'améliore de toute façon, parce que la relation avec les parents, c'est jamais toujours très facile, tout le temps. Donc, voilà. Oui, mais enfin, ça montre que si ça s'améliore, c'est que quelque part, ils vous considèrent comme ayant été un bon père, suffisamment bon en tout cas. Oui, peut-être c'est un peu une erreur de dire ça s'améliore, parce qu'en fait elle a toujours été très bonne, mais je pense qu'elle est très bonne toujours. Mais en profondeur, quand on va en profondeur, il y a toujours des blessures. On a toujours été plus ou moins à l'origine de blessures avec nos enfants, et aborder ça fait vraiment de la vérité, de la pureté entre nous, et ça soigne beaucoup de choses qui étaient un peu enfouies dans le subconscient. Et c'est ça que je voulais dire, parce qu'autrement on a toujours une très bonne relation extérieurement. Comme oui, mais ça, je crois que c'est très important de ce que vous dites, Hugren, d'autant plus qu'on est à 3 semaines de Noël, c'est que en tant qu'enfant, on est forcément blessé. Tous les enfants vont être blessés. C'est inévitable. Mais c'est pas très grave. Et je crois que ce serait bien qu'en tant qu'enfant, on puisse avoir
aborder le dialogue avec ses parents. Moi, j'ai eu la chance de parler à mes parents de beaucoup de choses. Et je pense que ils sont plus là, mais je suis en paix avec ma relation à mes parents. Tandis que si on n'a pas pu avoir ce dialogue-là, une fois qu'ils sont plus là, on va rester comme ça avec une sorte d'impression de quelque chose qui n'a pas été dit et finalement parfois avec une interprétation qui est fausse. Oui. Alors moi, ce qui se trouve qu'en fait, il y a quelques années, on avait décidé avec mes enfants de faire une rencontre toutes les semaines qu'on avait appelée héritage au sens très large. Et la première chose qu'ils m'avaient demandé, c'est de raconter tout ce que je savais de ma vie depuis le plus tôt jusqu'à la fin. Et bien sûr, à un moment, on traversait la vie avec eux. Et là, ils posaient des questions par rapport aux difficultés qu'il y avait eu pour comprendre mon monde et que moi, je comprenne ce qu'ils avaient vécu. Donc ça s'est fait un peu naturellement, tout ça. C'est un joli cadeau. Un très beau cadeau de Noël. Exactement. Merci Thomas, en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Si vous avez envie de parler de ce sujet, qui est un sujet quand même essentiel, qui nous traverse tous, quelle que soit la décision qu'on prend, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avoir un enfant ou pas, c'est une question qu'aujourd'hui on peut se poser, en tout cas en France, et c'est peut-être une avancée quand même, non, Hugues-Rennes ? Ah oui, moi je pense que c'est une très très grosse avancée de se poser la question. J'ai milité des années pour que les couples se la posent avant de se lancer, et donc que cette question arrive me rend heureux malgré les mauvaises conditions dans lesquelles elle arrive, cette crise, toutes ces questions sur l'environnement, CO2, etc. Donc voilà. Alors Frida est avec nous maintenant. Bonjour Frida. Bonsoir Brigitte, bonsoir Hugues. Bonsoir. Alors vous êtes, vous avez eu un désir d'enfant, je crois. Oui, quand j'étais plus jeune, effectivement, c'est un peu dû à la société, je dirais, et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, plus la famille, etc. C'était plutôt une envie de satisfaire mes parents qui voulaient éventuellement des petits-enfants. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce que je voulais. Donc, pour des raisons économiques, parce que on va pas se mentir, le contexte actuel fait que c'est très compliqué d'élever des enfants. Le contexte écologique également. Vous avez quel âge, Frida, aujourd'hui ? J'ai 25 ans aujourd'hui. D'accord, oui, donc vous êtes vraiment la génération qui se pose toutes ces questions. Oui. Exactement. Et oui, donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai décidé. Alors quand vous dites les raisons écologiques, c'est quoi ? C'est se dire je vais pas mettre au monde un enfant qui va découvrir, qui va connaître ce qui nous attend. C'est ça l'idée, ou c'est juste, ou c'est dire on est déjà trop nombreux, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est un peu un mix de tout ça. Je me dis que ça serait égoïste peut-être de ma part de mettre au monde un enfant dans un monde aussi pollué. On ne sait pas où est-ce qu'on va nécessairement écologiquement parlant, et ça me ferait peur. En fait, j'aimerais avoir un enfant pour les bonnes raisons, et mettre au monde un enfant juste pour faire plaisir à mes parents et pour satisfaire la société, c'est pas vraiment le but, à vrai dire. Oui, ça c'est une très très bonne façon de parler, je trouve. J'aime bien, Frida, la façon dont vous avancez ce sujet. Et puis je crois qu'en effet, dans ce que vous dites aussi, je retiens beaucoup le fait que souvent ce sont des désirs projetés, c'est-à-dire des désirs des parents, des désirs de la société, et que c'est pas le sien, c'est pas le vôtre, et que s'interroger sur le sien, franchement, ça me réjouit d'entendre ça. Voilà. Dis-donc que c'est récent, parce que pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que j'ai des enfants, parce que c'est ce qui ferait de moi une femme à part entière dans la société. Mais en fait, je me rends compte qu'on peut être une femme accomplie sans enfant, en fait. Une femme peut être plein d'autres choses que mère. De toute façon, oui, ça c'est évident. Ça, il faut bien se... Oui, mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Oui, c'est dit de façon assez... C'est nouveau que ce soit dit, mais c'est une réalité longue. Oui, bien sûr. Ça, c'est... Mais imaginons, Frida, vous rencontrez un homme qui désire absolument avoir un enfant de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous y réfléchissez ou... C'est déjà arrivé. Oui. Et avant d'officialiser la relation, moi j'aime bien d'abord mettre les points sur les i et dire effectivement que moi je ne désire pas d'enfant. Je suis déjà tombée sur une personne qui a tenté de me convaincre
Et au final, c'est mon cœur qui a décidé, en fait, parce qu'au final, c'est moi qui porterai l'enfant. C'est vraiment, bon, je dis pas que les pères ne sont pas inclus dans la maternité non plus, hein, mais c'est vraiment la mère qui porte l'enfant et qui est au premier plan de tout ça. Et je me dis que je n'aurais pas aimé vivre ça. Donc, je préfère mettre de côté cet homme qui voudrait m'obliger et potentiellement trouver un autre homme qui respecterait mes désirs, plutôt que de vivre ça, hein, finalement. Vivre tout ce qui est la maternité, etc. Oui, en tout cas, vous êtes très clair avec votre non-désir d'enfant. Après, on ne sait pas comment ça va évoluer. Hein. Ça, je crois qu'il faut toujours être prudent. On entend aussi des femmes de votre âge, Frida, qui aujourd'hui congèlent leurs ovocytes pour pouvoir profiter de leur vie professionnelle sans être retardées par l'enfant et pouvoir l'avoir plus tard. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager ou pas ? Éventuellement, oui, parce qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait, hein, comme vous l'avez dit. Là, vous avez le temps, hein, 25 ans, vous avez encore une bonne dizaine d'années tranquille pour changer d'avis. Hein. Ah oui, il y a tout ce qui est horloge biologique, etc. Mais effectivement, oui, pourquoi pas les congeler et éventuellement, si je change d'avis, me donner cette option de devenir mère un jour. Pourquoi pas, mais pour l'instant ce n'est pas fait, je n'ai rien congelé. Donc on verra bien. Sur cette question, je pense moi dans tout cas dans ma façon de voir, je pense qu'il faut vraiment réfléchir parce que ça paraît comme ça magique, hein, on met ses ovocytes au congélateur et puis on récupère ça après, mais il y a quand même pas mal d'impact là-dedans aussi, donc je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas régler comme ça rapidement. Non mais je suis ravie de vous entendre dire ça, Hugues. Je trouve que c'est même assez... C'est sujet glissant quand même. Oui, c'est même assez curieux parce qu'on a l'impression comme ça qu'on met ça dans un tiroir. Voilà, puis qu'on attend, puis qu'on verra. Et pour l'instant, je crois qu'en France, en tout cas, c'est pas du tout, c'est aux frais de la princesse, si je puis dire. Oui, ça je sais même pas. Je crois que pour l'instant, c'est pas, il me semble, hein, mais bon, les choses. Bref, mais oui, donc je crois quand même que vous êtes de la nouvelle génération et je pense qu'il y a quand même vraiment un mouvement comme ça qui se met en place. Oui, puis je trouve que Frida, vous assumez bien les choses, hein, dans ce que vous avez dit par rapport à cette relation amoureuse et puis que vous avez arrêté parce qu'il y avait une non-entente sur quelque chose de fond. Je trouve que c'est courageux, hein, oui, sur l'enfance. Je trouve que c'est bien d'assumer, enfin c'est courageux quoi, d'assumer les choses comme ça. Je vous remercie de dire ça. Effectivement, oui, ce courage, il faut aller le chercher quelque part. Comme je vous ai dit, c'est une toute nouvelle idéalisation de ma vie, hein, c'est tout nouveau pour moi, hein, ce fait d'assumer et ce courage, effectivement. C'était pas facile, mais j'ai su le puiser quelque part et me mettre en premier plan parce qu'au final, c'est ma vie. Vous voyez, on ne peut pas satisfaire tout le monde, hein, donc vaut mieux se satisfaire soi-même. Oui, complètement. C'est au fond de soi qu'on sait les choses, on sait ce qu'on doit faire. Hein. Et il faut pas écouter dehors, il faut écouter le fond de soi. L'âme et conscience, le soi profond, enfin, tout ce qui est le plus solide en nous, l'inaltérable en nous. Et vous étiez dans une famille avec beaucoup d'enfants ou pas ? Alors oui, pour la petite histoire, donc moi je suis issue d'une famille ouest-africaine, d'une culture et d'une religion musulmane. Du coup, forcément, après 25 ans, pas de mari, pas d'enfant, on a un peu l'étiquette de vieille fille. Donc voilà, mais j'assume totalement, hein. Je tiens. C'était comme ça dans la religion chrétienne il y a un siècle, hein, de toute façon. Donc vous êtes une pionnière, bravo Frida. Merci bien. Félicitations. Merci en tout cas de votre témoignage. On va faire une petite pause. On va revenir évidemment sur ce sujet dans la deuxième heure. Les hommes sont également les bienvenus, hein. Vous pouvez aussi vous témoigner de votre non-désir d'enfant si vous le désirez ou de votre désir d'enfant. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler. Hugues pourra vous aider pour voir comment vous pouvez communiquer sur ce point quand même essentiel, quoi qu'il en soit, parce que ça reste quand même un vrai sujet quand on
on est en couple si on n'est pas d'accord sur ce point. Mais avant de donner la place aux infos, je vous propose une petite devinette. Elle est mignonne, Ugraine. Si vous parlez à Dieu, c'est que vous êtes croyant. Mais s'il vous répond, qu'est-ce que vous êtes? C'est la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Ugraine. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog ugraine en un seul mot.com. C'est où vous parlez justement de tout ce que vous connaissez bien sur justement ce qu'est finalement ce qu'est l'humanité. Hein. C'est un peu ça votre discours. Oui, avec toutes les étapes que ça comporte, qu'on voit ici en partie, oui. Avec justement le thème d'aujourd'hui, avoir ou pas un enfant, c'est la question qu'on se pose. Mais avant de donner la parole à Laurence qui nous a rejoint, je voudrais ma réponse à ma devinette. Si vous parlez à Dieu, c'est que vous êtes croyant. Et si il vous répond, qu'est-ce que vous êtes? C'est qu'il est croyant, lui, en l'homme, s'il répond. Non, c'est pas ça. C'est que vous êtes schizophrène, s'il vous répond. C'est moins drôle. Hein. Ouais, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Je préfère ma réponse. Oui, elle est plus jolie, c'est vrai. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Merci d'être avec nous Laurence. Alors vous avez eu 3 enfants, hein, c'est bien ça? Oui, je les ai toujours. Vous les avez toujours? Écoutez, tant mieux, heureusement, parce que perdre un enfant, c'est quand même un des vrais drames de la vie. Et alors... Voilà, donc, oui, moi j'ai 3 enfants, donc de 28, 26 et 18 ans. Je les ai désirés plus que tout. Ils m'ont comblé de bonheur. Et j'en discutais encore récemment avec mon aîné, effectivement. Si c'était aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Alors, je ne le referai pas. Pourquoi? Parce que je pense que les conditions que j'ai pu leur donner, matérielles, aujourd'hui, je ne les aurais pas. Les conditions de vie, de liberté, de légèreté qu'ils ont eues, dans lesquelles ils ont grandi, ils ne les auraient pas. Donc, je serais vraiment hésitante à mettre un enfant dans le monde d'aujourd'hui. J'ai la sécurité et la chance d'avoir 3 enfants qui ont des métiers, sont en fin d'études, qui ont des métiers qui s'exporteront, donc qui pourront aller vivre ailleurs si la France devient trop difficile à vivre. Mais ces métiers-là... J'entends ce que vous dites, hein. C'est vrai qu'il y a des vraies questions de société, et on en parlera avec Didier Pleu d'ailleurs mercredi. Mais je pense que le monde va mal. Je ne pense pas que c'est que la France. Et je crois que ça, c'est vraiment important de réaliser. Alors après, il y a des pays qui ont d'autres problèmes que nous et des pays qui n'ont pas nos problèmes. Mais je crois, Ugraine, hein, que c'est un... Oui. Vous parlez souvent de la sixième crise d'extinction massive, mais je suis plus le seul. Hein. Quand j'ai commencé à dire ça, on faisait des gros yeux, mais maintenant, la 6e crise d'extinction massive, elle est acquise pratiquement par tout le monde et ça touche le monde entier. Et c'est quelque chose qui arrive à l'humanité, non, bien sûr avec une partie destructrice, mais aussi avec une partie constructrice. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on traverse une crise comme ça. Et de ce côté-là, toute l'histoire de la vie explique comment on peut se préparer, comment on peut traverser cette période extrêmement compliquée. Non, mais je suis pas anxieuse et je sais que je la traverserai, ils la traverseront aussi. Mais l'espèce de légèreté, c'est-à-dire que ma fille a pu aller dans les fêtes de village avec beaucoup de légèreté. Je vis dans ce qu'on appelle la France périphérique, rurale, et je vois bien la disparition des services publics, je vois bien que mes enfants, s'ils n'ont pas de moyens, ils ne pourront pas se faire soigner. Leurs enfants auront bien toutes les peines à faire les études que eux ont faites relativement facilement, parce que je suis enseignante, donc je sais très bien les contenus complètement légers que l'on donne à ingurgiter aux enfants aujourd'hui. Donc ils ont eu la chance de faire partie des dernières fournées qui étaient nourries intellectuellement dès le plus jeune âge. Oui, mais ça, Laurence, c'est votre vision aujourd'hui qui est tout à fait compréhensive, je suis bien d'accord, mais quand vous me dites je désirais plus que tout mes enfants, je pense que si vous aviez 25 ans, peut-être que vous seriez quand même dans le désir d'en avoir. Le désir est une chose, les tripes sont une chose, mais la raison en est une autre. Oui, et chez moi, sûr. La raison est très, 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 très prégnante. Bien sûr, mais donc, parce que vous avez l'expérience de la vie, et moi je suis complètement d'accord avec vous. Moi je suis beaucoup plus raisonnable
aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Hein. Alors, c'est le bémol que j'allais vous dire. Effectivement, c'est le bémol que j'allais vous donner. C'est-à-dire que la vision que j'ai est effectivement affectée par mon âge, la crainte que l'on a peut-être quand je ne suis pas une vénérable vieillarde, hein, j'ai 57 ans. Mais il peut y avoir des craintes que l'on a aujourd'hui que l'on a moins quand on est jeune. Il n'en reste pas moins que je finissais mes fins de mois relativement sereinement quand j'étais jeune, avec mon traitement d'enseignante. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça aurait été aussi difficile à cette époque-là. Là où je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est plus difficile. Enfin, la situation économique pour élever des enfants est plus difficile aujourd'hui. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Oui, et puis pas que la condition économique, hein, la condition aussi sociale, le contexte de l'école. On voit bien que tout se dégrade. La médecine se dégrade, oui. L'école se dégrade. Oui. C'est assez impressionnant de voir cette... C'est ce que je voulais dire pour le côté serein, sécurisant. Ouais. Voilà. J'avais pas forcément envie de transmettre à ma descendance mon anxiété, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui m'a intéressé, Laurent, dans ce que vous avez dit. Vous avez dit on le fait ingurgiter un contenu léger. Et je me disais, mais en fait, on ne devrait pas leur faire ingurgiter un contenu. On devrait leur apprendre à réfléchir. Or, c'est pas ça qu'on fait. On fait des gens qui, enfin, je m'excuse, vous faites ce que vous pouvez, j'imagine. Hein, c'est pas du tout une critique, mais c'est une critique du système en général. Mais on n'est pas en train d'essayer d'apprendre aux jeunes à réfléchir. On leur apprend des choses pour qu'ils soient des bons petits consommateurs et des bons travailleurs. Et ça, c'est une fausse piste majeure qui est une partie d'ailleurs de l'effondrement. Ça participe à l'effondrement. Oui, ça participe à l'effondrement, tout à fait. Tout s'effondre. Ouais. Et la médecine, c'est pareil. Elle tourne très très mal. Je suis absolument scotché de voir comme elle a évolué entre la médecine qu'on faisait en 74. J'ai quand même un certain âge, moi, puisqu'on fait maintenant. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, on soigne pas un patient, on soigne un organe. En gros, hein, oui. je quand on soigne. Oui, quand on soigne, tout à fait. Et vous savez que j'étais en train de penser justement, pour une femme enceinte, l'anxiété peut-être qu'il peut y avoir à trouver un lieu qui lui convienne pour accoucher en toute sérénité. Je pensais à ça en vous appelant. Je me disais, tiens... Ah oui, c'est compliqué. En effet, c'est très compliqué. Mais il y a des solutions, mais c'est compliqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous voulez dire, Ukraine, que c'est plus difficile aujourd'hui d'accoucher dans un confort relatif, même si c'est de toute façon quand même une vraie épreuve, que ça ne l'était? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, actuellement, on est beaucoup dans l'hypertechnicité. Et alors, ça arrange un petit peu tout le monde parce que finalement, les femmes, elles arrivent, elles ont une certaine peur de l'accouchement et donc on leur dit, voilà, on va prendre en charge, le pouvoir médical va faire pour tout sécuriser et c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais c'est le côté humain qui manque, c'est-à-dire que le côté, alors pas partout, mais il y a un côté on reçoit une vie, donc c'est presque une messe, si je peux me permettre ce terme, sans que ça choque personne. Il y a une ambiance d'amour qui devrait être dans ces salles et qui n'y est pas. Et donc certains couples se disent moi je veux pas de ça et fassent des choix qui sont autres, qui sont d'accoucher à la maison par exemple, ou des choses comme ça. Je peux le comprendre. C'est-à-dire que je dis pas que c'est idéal, je pousse pas à ça parce que moi j'ai pas appris ça, j'ai pris une médecine qui s'occupe, qui prend en charge à partir de la technique, mais que cette technique ait pris tellement de place qu'elle nie l'humain, ça me paraît complètement fou, quoi. Voilà encore un endroit où ça s'effondre. Oui, et d'ailleurs, moi j'ai eu les 3 accouchements, j'en ai eu 2 dans un hôpital-usine d'une grande ville et un dans une petite maternité. C'était le 3e, donc effectivement j'étais peut-être plus détendue, mais l'accueil, la liberté qu'on m'a laissé de me mouvoir, de parler, de descendre, de revenir, était quelque chose de merveilleux. Nous n'étions que 3 mamans à accoucher, et bien cette maternité vient d'être fermée. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on ferme les petits endroits qui étaient un petit peu humains et ils sont fermés le plus souvent, oui. Pour des questions de rentabilité, paraît-il. Mais oui, voilà. Oui, enfin bon, la gestion... Et est-ce que vos enfants ont envie d'avoir des enfants, justement, Laurence? Alors, c'est ce qui est très intéressant. Mon dernier, qui a 18 ans, parle de son enfant, déjà, alors qu'il termine ses études, de comment il fera. Ma fille, qui a 26 ans, n'en veut pas du tout. Elle est dans une dynamique de winneuse, elle fait une école d'ingénieur, etc. Elle ne se projette pas là-dedans. Mon aîné, lorsque je lui disais, parce que j'évoquais, justement, je vous disais récemment, sans savoir qu'il y avait cette émission, le fait qu'aujourd'hui, peut-être, je ne ferai pas d'enfant. Je pense qu'il doit en vouloir parce qu'il m'a dit, mais maman, est-ce que tu te rends compte que si moi je décide de ne pas en faire, je vais peut-être empêcher
à quelqu'un qui apporterait du bien, de la solution, des idées, de la science, de l'amour, de naître. Dans ce monde. Joli, ouais. c'est joli. Et c'était très beau, donc voilà. Alors j'aime beaucoup cette réflexion, parce que justement, il y a quelque chose de très important à comprendre dans cette question de faire des enfants aujourd'hui dans ce contexte. C'est si c'est pour faire des enfants, consommateurs, voilà, des consommateurs et des gens qui réfléchissent pas, c'est pas la peine. Mais si on les fait en se disant, on va les préparer à ce qui arrive, et on va en faire des êtres qui réfléchissent, qui comprennent les problèmes que nous avons et qui ont amené à ce presque chaos, parce qu'on n'est pas très loin. Oui. Et qui vont du coup proposer des solutions et réfléchir sur les solutions, il faut faire ses enfants, bien évidemment. Donc tout dépend qu'est-ce qu'on attend, et qu'est-ce qu'on veut et comment on va éduquer ces enfants-là. Et ça va pas être facile parce que le système ne favorise pas ça quand même. Hein. Ah non. Et puis j'observe, moi qui suis enseignante, j'observe un côté enfant doudou que l'on fait parce qu'on veut se projeter dans quelque chose de sécurisant, dans un cocon. Et un enfant, c'est tout sauf sécurisant, c'est déstabilisant. Voilà. Donc il y a des erreurs de projection dans l'enfant. Voilà. Oui, mais ça, malheureusement, ça a toujours été, et ça risque d'être toujours. Oui, bien entendu, ça, oui. Mais là où vous avez 100% raison, et la preuve, vu ce que vous a dit votre fils de 28 ans, c'est la preuve que vous les avez élevés pour eux et non pas pour vous. Sinon, ils ne pourraient pas avoir ce genre de réflexion. J'espère. Ça me paraît. Oui, tout à fait. Vraiment, oui. Oui, parce que c'est rare. C'est la première fois que j'entends une réflexion comme ça, de la part d'un jeune homme ou d'une jeune femme, d'ailleurs. Mais bon. Il y en a sûrement d'autres qui doivent avoir ces pensées-là, mais moi, je n'avais pas entendu. Oui, c'est se dire... Mais de toute façon, je pense qu'on est dans un sujet qui nous parle tous, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est pas... On fait ce qu'on peut après, hein, je pense. Il y a des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient et qui se retrouvent avec des enfants qui sont fâchés alors qu'ils ont été de bons parents. Enfin, je veux dire, il y a pas de règles. C'est pas des mathématiques. Hein, non, si pas du tout. Loin de là. Mais forcément, c'est des questions qu'on peut se poser et qu'on devrait se poser et qui ne se posent pas tellement finalement. Oui, toujours la même question, c'est que cette question du désir d'enfant, cette question même du couple. Je ne sais plus quelqu'un qui travaillait en biologie, qui est mort il y a longtemps, je ne me rappelle pas de son nom, qui disait il y a deux choses qui m'étonnent chez les humains, c'est qu'ils ne se posent pas la question du couple avant de se lancer dans le couple, et de savoir dans quoi ils se lancent, ni pour un enfant. On se lance dans le vide, quoi. Et il disait que ça le surprenait beaucoup. Mais je crois que... Jean-Marie Pelt. Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du pulsionnel dans le désir d'enfant. Oui. Souvent. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent. En tout cas, merci Laurence de cet échange. Merci beaucoup. Et puis, merci infiniment. C'était tout à fait intéressant. Et on va continuer, bien sûr, avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ukraine est avec nous. Ce désir d'enfant, c'est une vraie question humaine depuis si longtemps, mais peut-être qu'on se la pose plus aujourd'hui. Je dirais même qu'on se la pose plus depuis peut-être une dizaine d'années. Vous diriez quoi, Ukraine ? Oui, depuis qu'il y a cette espèce de crise qui arrive, dont on parle depuis longtemps maintenant. Du coup, les gens réfléchissent plus et oui, je dirais une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Et nous sommes avec Eléa maintenant. Bonjour Eléa. Oui, bonjour Hugues, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors moi je voulais rebondir sur le témoignage précédent de Laurence qui correspond un petit peu à l'idée que j'avais envie de témoigner sur la génération à venir, sur le fait que positivement parlant, je pense que faire des enfants aujourd'hui peut permettre aussi de faire germer une nouvelle génération. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a plein d'enfants qui ont des idées de génie, qui sont porteurs de sens, de nouvelles valeurs, et qui peuvent aussi, par l'éducation, par un environnement conscient, hein, évidemment, mais être porteurs de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et même, je dirais que certains qui sont réfractaires à une certaine autorité dans les milieux scolaires ou autres, sont aussi les enfants qui vont dire non à une situation et pouvoir offrir peut-être autre chose. Donc pour moi, si je devais me reposer la question aujourd'hui, puisque j'ai 2 enfants à l'heure d'aujourd'hui, un qui est majeur et un qui est en primaire, je serais plus réticente à en faire
aujourd'hui, mais je me dirais que effectivement, c'est aussi dans un état d'esprit nouveau, conscient, de pouvoir donner un peu plus d'humanité, de pouvoir aller dans quelque chose de créatif et d'inspirant, parce que je pense que si on veut que les choses changent, il faut aussi avoir une nouvelle façon de penser. Et on voit tous ces enfants qui sont éduqués autrement. Alors bien évidemment, il y a plein de côtés négatifs, mais si on regarde et qu'on a l'esprit tourné vers des choses positives, il y a plein de gens qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie de faire autrement, qui ont envie de faire différemment. Et en faisant des enfants qui vivent autrement, qui interagissent autrement, ça peut changer le côté humain. En tout cas, ce qui est certain, Léa, c'est que la manière dont on élève les enfants et la philosophie qu'on a de la vie et de l'avenir influence énormément l'enfant, et je ne serais pas surprise en effet si vos enfants ont envie de changer le monde. D'ailleurs, rappelons-le, pratiquement tous les ados ont envie de changer le monde, et je trouve ça formidable, et je suis pas si inquiète que ça sur les nouvelles générations. Mais il y a quand même une chose que je voulais dire, parce que Laurence l'a dit, vous l'avez dit, Léa, et ça c'est quelque chose que l'on sait en psychanalyse, c'est très facile de renoncer à ce qu'on a eu. Et donc je me méfie toujours d'une femme qui me dit, alors qu'elle a eu des enfants, si c'était à refaire, sans doute que je n'en aurais pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Hugues. Oui, la question se pose, oui, c'est sûr. Voilà, c'est toujours... bon, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on a eu la chance d'avoir... Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux, trois très très belles voitures. Aujourd'hui, j'ai une hybride et ça me va très bien, etc. Parce que je les ai eues, donc je ne rêve pas. Peut-être que je ne rêverai pas non plus, j'en sais rien. Mais vous voyez, je crois que ça, c'est quand même quelque chose en tant qu'humain qu'on doit être conscient. C'est très facile de faire le deuil de quelque chose qu'on a eu. Et il faut être plus indulgent avec ceux qui ont envie d'avoir quelque chose parce qu'ils ne l'ont pas encore eu. Et c'est ce que je voulais dire, la deuxième partie, c'est qu'effectivement, après, quand il y a un désir d'enfant, alors quand on en a eu, c'est facile de dire, bah non, je veux pas, parce qu'on fait une comparaison par rapport à un vécu, mais il y a aussi cette notion de se faire confiance quand il y a quelque chose, un élan profond qui nous anime, et qu'il y a une naissance qui doit se faire, c'est que quelque part, il y a une confiance aussi à la vie, et peut-être qu'il faut aussi oser dire bah non à la peur et oui à l'amour, parce que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on suit actuellement toute cette société qui s'effondre, mais il y a aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, et si on va vers la confiance, vers l'amour, on rencontre aussi plein de gens qui vont comme ça donner naissance à plein d'idées, à plein d'enfants. Et c'est aussi à ces femmes et ces couples qui osent et qui veulent faire des enfants aujourd'hui de peut-être se faire confiance et de se dire oui, qu'ils auront de merveilleux enfants et peut-être un avenir radieux, on ne sait pas. Au final. Oui, mais je crois que ce que vous dites est très beau et très juste. Laissons en effet les gens qui ont un vrai désir d'enfant en avoir. Moi, je suis un peu comme vous, Hugues. Moi, je suis contre la GPA. Je n'étais pas très fan de la PMA pour toutes parce que je crois qu'elle a des dérives qui me plaisent pas. Mais en revanche, oui, avoir envie d'avoir un enfant de l'amour, c'est formidable. Alors, par contre, c'est sûr que Léa, je voulais vous dire par rapport à cet élan. Vous parlez de cet élan pur, il faut qu'il soit quand même, je m'excuse de ce terme, élaboré, c'est-à-dire que l'élan, il est un mélange de multiples choses, et c'est ce que je regrette, c'est qu'il ne soit pas élaboré, qu'il ne soit pas dit en mots pour essayer d'y voir clair. Vous savez, quand on a une intention, on présente toujours la bonne, et puis derrière, il y a toujours plein d'autres intentions qui sont quelquefois moins jolies à regarder, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas respectables, mais dans toutes nos intentions, il y a toujours une famille, et c'est la famille entière qu'il faut regarder, c'est pas juste une seule. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand on décide de mettre un enfant au monde, et bravo, très bien, si c'est dans cette direction-là, mais dans quel contexte, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce petit être qui arrive, il puisse justement avoir contact avec ses qualités, avoir contact avec sa créativité et pouvoir être une force de construction sur Terre, de créativité sur Terre. Et c'est le contexte dans lequel on va l'éduquer, socialement, personnellement, familialement, qui va jouer. Et donc c'est un engagement au long terme de faire ça. Alors, je suis entièrement d'accord, et pour le faire, alors avec mes contextes, je dirais justement que peut-être aujourd'hui, la génération un peu plus jeune que la mienne
sont peut-être plus élaborées, parce que nous, on suivait quelque chose un peu de pulsionnel, mais le fait de pouvoir donner un dialogue, de pas forcément y aller très vite, ça permet aussi de construire le projet d'enfant, le projet de conception, mais aussi le projet de vie. Et effectivement, pour avoir eu 2 enfants et avoir dû gérer pas mal de choses, je trouve que ce qui est positif dans la vie de mes enfants, c'est de donner un environnement très large et hétérogène qui permet de vivre sur des valeurs familiales, sur des valeurs sociétales, sur les valeurs à la maison, et après de se construire, dire qu'est-ce que c'est. Il y a aussi cette... oui, mais Léa, voilà. J'adhère tout à fait à votre témoignage, et c'est très bien, et j'aime bien la manière dont vous voyez les choses. Mais il y a quand même il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise, et je ne sais pas si vous êtes au courant, Ugraine, mais de plus en plus de femmes sont contre la pilule. Bon, sous prétexte que c'est pas naturel, pourquoi pas, absolument, d'accord. Sauf que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui considèrent l'IVG comme un moyen de contraception et qui donc ne prennent pas la pilule et vont pratiquer l'IVG lorsqu'elles se retrouvent enceintes. Donc moi là, je me pose quand même des questions sur le psychisme de ces femmes. C'est pas anodin quand même de pratiquer l'IVG. Ah ben pas du tout, c'est absolument pas anodin. Donc vous êtes d'accord que ce que dit Léa, malheureusement, n'est pas partagé par toutes les femmes qui sont jeunes aujourd'hui et qui sont peut-être en mesure de réfléchir de ce désir d'enfant ou pas, quoi. Oui. Bah, de toute façon, oui, je pense qu'on se fait beaucoup d'idées sur l'interruption de grossesse parce que on rentre à la clinique, on se fait faire une anesthésie, on repart, on n'a plus le petit, c'est bien, ça paraît simple, mais en fait, quand psychiquement, c'est pas si simple. Psychiquement, c'est pas si simple, et mais techniquement, c'est pas si simple, hein, parce que moi, il y a une période de ma vie où j'en ai fait, et puis après, je me suis arrêté, hein, mais pour des raisons qui m'appartiennent, mais c'est pas aussi simple que ça. Et quelquefois, on met il y a quand même un risque d'hémorragie, il y a quand même un risque de perforation utérine, il y a un certain nombre de risques. Et tout ça, c'est gommé par un espèce de truc, on y a droit, on le fait, et puis voilà, mais il y a des conséquences quelquefois quand même. Voilà, donc surtout quand on a agrandi la période de possibilité de faire une interruption de grossesse. Oui, en plus, tous les gynécologues se sont levés contre, parce qu'on sait à quel point c'est dangereux, et l'État est passé en force en disant, la date maintenant c'est comme ça. Et ben, le jour où on aura un accident avec un mort ou des morts, ben, peut-être on reviendra en arrière. Hein. Oui, mais il faut toujours attendre qu'il y ait un accident pour mettre un rond-point ou un feu rouge. Oui, je sais. C'est un peu dommage. Oui, donc je crois que c'était important de rajouter peut-être quand même cette information que peut-être tout le monde n'est pas au courant. Je crois que c'est vraiment important de le rappeler. Ce n'est pas anodin un IVG sur le plan psychique et sur le plan de la santé. En tout cas, merci Léa de cet échange. On va continuer dans un instant avec le Love Conseil et puis on abordera la question d'avoir un enfant ou pas avec Hélène Monet qui est l'auteure de cet ouvrage. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Ugraine, je propose comme Love Conseil un petit jeu pour ce week-end. Notre corps en toute intimité. C'est une sorte de jeu sous forme de devinette. Chacun votre tour dans le couple. Vous allez penser à une partie de votre corps, pas forcément érogène. Hein, on n'est pas forcément obsédé toujours. Et votre partenaire va poser des questions sous la forme de si c'était un animal, si c'était une fleur. Et au fil des réponses, il va essayer de trouver de quelle partie de votre corps il s'agit. Alors, on peut se fixer un laps de temps, on peut se donner une récompense ou un gage, ça c'est à vous de voir. Mais je pense que l'intérêt de ce jeu, c'est d'abord ça vous permet de vous amuser un petit peu ensemble. C'est toujours drôle de faire fonctionner son imaginaire l'un et l'autre. Mais ensuite, vous pourrez communiquer sur une partie de votre corps peut-être qui n'a peut-être pas été suffisamment remarqué par votre partenaire, ou même ça peut être une façon de parler différemment de son corps et peut-être aussi de mieux apprécier son corps, parce qu'on a des tas de parties du corps finalement qui ce sera pas, si par exemple vous choisissez, je sais pas moi, votre nez, Ugraine, si je vous demande si c'était un animal, rien que de réfléchir à quel animal vous allez dire, ça va vous faire peut-être mieux interpréter ce que signifie votre nez pour vous, enfin, etc. Voilà. Je trouve que c'est un jeu vraiment d'abord pour s'amuser, mais qui peut être intéressant sur le plan de mieux découvrir votre corps et de mieux découvrir le corps de votre partenaire. Alors, je l'annonçais déjà tout à l'heure, elle est avec nous, elle s'appelle Hélène Monet et elle a écrit ce livre « Avoir un enfant ou pas ». En sous-titre, les clés pour explorer son désir et ses peurs en toute liberté. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. C'est un livre assez actuel. Hélène Monet, bonjour.
Bonsoir Brigitte, bonsoir Hugues. Bonsoir. Alors, moi, je vais plutôt dire bonjour, mais c'est pas grave. Vous êtes psychothérapeute, et c'est vrai que ce genre de livre, on se serait peut-être pas posé la question il y a 20 ans. Je pense pas autant qu'aujourd'hui, ça c'est certain, parce que l'éco-anxiété est arrivée depuis avec son cortège d'anticipation négative, notamment dans la frange des 20-30 ans. Oui, on a vu tout à l'heure une femme qui avait 25 ans et qui en effet n'en veut pas, clairement. Voilà. Et puis il y a aussi autre chose à mon avis. Enfin, bon, je vous parle seulement de ma petite lorgnette de thérapeute avec une patientèle particulière, bien évidemment, mais je ne suis pas sociologue, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ce qui m'apparaît beaucoup, c'est le besoin de liberté, le besoin de se trouver soi-même au-delà des entraves socio-économiques qui sont souvent quand même encore très très handicapantes pour beaucoup de jeunes femmes. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce questionnement, Hélène Monet, c'est que finalement, c'est assez nouveau et c'est quand même une preuve que la femme se libère. C'est-à-dire que le corps de la femme lui appartient un peu plus peut-être parce que on sait à quel point le ventre des femmes appartenait à la société et elle appartient encore à certaines sociétés dans certains pays. Oui, je pense que le corps, comme vous le soulignez fort justement, atteint un degré de symbolique identitaire beaucoup plus fort chez les femmes. On le sent bien, par exemple, dans la pub. On verrait maintenant beaucoup mieux des personnes qui ne sont pas dans les standards de beauté traditionnels. Voilà, ça c'est très important, je trouve, pour que chaque femme puisse trouver sa vraie nature de maman. Il faut déjà qu'elle puisse se sentir bien dans son corps et surtout en accord avec lui, soit du point de vue santé, bien sûr, mais aussi du point de vue de sa propre beauté intérieure. J'aime beaucoup la phrase de Rodin qui disait que la beauté, c'est la double vérité intérieure et extérieure, vous voyez ? Oui, c'est très joli. Alors, vous dites une chose dans le livre dont on n'a pas encore parlé. Vous dites le désir ou le non-désir d'enfant se construit dès l'enfance ou dans l'enfance. Oui, absolument. Il y a une représentation qu'on se fait de la maternité déjà toute petite dans les jeux qu'on peut avoir, bien évidemment, avec sa poupée, mais pas seulement. On peut aussi avoir toute une représentation de la maternité par rapport à sa relation avec la mère qui est quelquefois un peu difficile à définir, mais qui est déjà très très prégnante par rapport à l'envie de l'imiter, l'envie de la choisir comme modèle. Voilà, ça c'est très très important évidemment. Oui, absolument. Et puis il y a aussi la stabilité des couples qui peut-être met en jeu ce désir d'enfant. Parce que c'est vrai que les couples, c'est pas toujours très 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 stable. On peut bien le dire. Oui. Alors moi, ce que je remarque, c'est que il y a de moins en moins de femmes que j'ai pu côtoyer, qui sont en âge d'enfanter et qui veulent faire un enfant toutes seules. C'est un peu passé de mode, si je puis dire. Pourtant, j'entends le contraire, moi. Ouais. De la part de mes thérapeutes qui viennent dans cette émission, j'entends le contraire. Donc c'est... Alors, je ne parle pas, bien sûr, des femmes qui n'ont plus la possibilité d'enfanter de façon, j'allais dire, naturelle, donc qui sont obligées de passer par la PMA, parce que la PMA peut se faire sans papa, avec évidemment une insémination. Oui. Voilà. Mais je trouve que les femmes ont de plus en plus envie que l'enfant soit issu d'une vraie histoire d'amour, mais d'une histoire d'amour plus longue qu'avant, par contre, qui soit vraiment étayée par des valeurs partagées très profondément dans le couple avant de se mettre à avoir des enfants. Ça, je le note vraiment. Alors, ça veut peut-être dire que les femmes réfléchissent un tout petit peu plus qu'avant. Oui. Quand elles étaient en couple, tout de suite, elles étaient dans ce désir d'enfant. Maintenant, elles attendent de vérifier que le couple est stable. Enfin, en tout cas, qu'il dit quelque chose.
Oui, peut-être bien. Absolument. Hélène Monet, peut-être, comme vous le disiez tout à fait justement tout à l'heure, c'est un peu le résultat de votre cabinet et ce que vous dites, hein, c'est votre expérience personnelle et je trouve que c'est très encourageant d'entendre ça parce que moi, un petit peu comme Brigitte, j'avais pas trop entendu ça souvent. Mais il y a aussi tout un autre contexte où les femmes, au contraire, exigent de le faire comme elles veulent, quand elles veulent, sans homme, sans ci, sans ça. Enfin, et on sait en plus maintenant que les femmes qui ont des enfants seules et qui sont obligées surtout quand il faut s'en occuper et qui sont petits et qui pleurent, elles ont toujours besoin finalement de services sociaux beaucoup plus que les autres. Et donc c'est pas du tout simple de s'occuper d'un enfant quand on est seul. Donc voilà. Mais moi je suis heureux d'entendre que dans votre environnement en tout cas il y a des femmes qui se posent les questions de cette façon-là, qui ont besoin de la liberté, vous disiez, de se trouver soi-même et du coup de s'interroger pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle ça. Ah oui, ça c'est une tendance que je vois depuis au moins 5-6 ans dans mon cabinet. Avant, je ne recevais d'ailleurs pas de jeunes femmes qui viennent me consulter sur ce thème précisément. Et ça n'a fait que croître et embellir avec les années. Voilà. Oui, donc ça c'est quand même vraiment une tendance très nouvelle de se questionner sur le désir d'enfant. Et alors vous parlez de l'instinct maternel. C'est quoi? Oui. Alors, l'instinct maternel, c'est une question qui revient très très souvent. Alors, moi je pense que l'instinct maternel, il faut le délimiter au niveau strictement physiologique, c'est-à-dire la production d'hormones, de prolactine, d'ocytocine. Bon, là, oui, on peut parler d'instinct maternel que nous partageons d'ailleurs avec les primates. Hein, voilà. Par contre, chez la femme, évidemment, l'aspect socioculturel est absolument primordial et on le voit bien dans le déni de grossesse, par exemple. Il y a vraiment des personnes qui sont dans un déni total jusqu'à presque le terme et qui n'ont absolument pas cet instinct maternel. Je parle des primipares, hein, je parle pas des mères qui ont déjà eu des enfants. Et chez les primipares, l'instinct maternel, avec le déni de grossesse, n'agit absolument pas. Et ça, c'est très très vrai par rapport à leur environnement de couple, de famille, si elles sont vraiment encouragées à être elles-mêmes, c'est absolument primordial, ça, chez la femme. Oui. Et puis on sait aussi les femmes qui vont abonner l'enfant à la naissance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hugrienne, de l'instinct maternel? Oui, je trouve que c'est vraiment la boîte de Pandore. Il y a tellement de choses dedans. Oui, la partie hormonale, il y a... Oui, enfin, c'est vraiment tout un... Là, il faudrait une émission spéciale là-dessus, presque, mais... Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui appartient au désir de création, qui est chez tout être humain, donc qui appartient pas qu'à la femme. Et mettre un enfant au monde, c'est aussi participer à la création d'un être nouveau. Et il y a quelque chose qui, par instinct, veut s'en occuper, qu'on soit homme ou femme. Et alors que dans cet instinct de s'occuper, dans tous les sens du terme, de cet être qui arrive, il y a des façons différentes de faire, masculines et féminines, mais c'est vrai que quand on dit instinct maternel, on ne parle pas de l'instinct paternel, hein, mais je pense que c'est partagé par les deux d'une certaine façon. On pourrait dire quand même qu'un être humain à peu près normal voit un bébé, il a plutôt envie de s'en occuper et de le protéger que de... Bon, je pense, oui. Ça devrait. Bon. Ça devrait. C'est pas toujours le cas, on l'a bien vu. Non, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Je suis pas du tout un spécialiste de l'instinct maternel, en plus. Et puis, vous posez aussi, à un moment donné, dans le livre, les bonnes questions par rapport à la PMA. Hein, donc, c'est important aussi d'y réfléchir sérieusement. Et je pense que Hugrienne, vous êtes évidemment d'accord là-dessus pour avoir travaillé sur le sujet. La PMA, on était enthousiaste au début parce qu'on avait l'impression qu'enfin on avait une solution pour ces femmes qui étaient dans un profond désespoir. Et on a foncé tête baissée dedans. Et puis avec le recul, on s'est aperçu qu'on a parfois manqué de prudence et que notre époque manque beaucoup de prudence par rapport à tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de PMA, j'ai jamais dit ça. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que ça mériterait là aussi une réflexion profonde et d'abord sociétale, mais aussi personnelle avec chaque femme, chaque couple. Et en tout cas, c'est les questions que vous posez dans ce livre, Hélène Monet. En tout cas, psychologiquement, concernant la PMA, il faut être vraiment très très bien entouré et avoir vraiment une patience en béton
pour vraiment affronter toutes les fives qu'on doit faire et qui sont quand même très, très, très exigeantes du point de vue de la stimulation hormonale, du point de vue chirurgical, etc. Enfin, c'est quand même très lourd, hein. Ah ben ça, voilà. Vous prêchez un convaincu, ça c'est sûr que c'est lourd. Et justement, ce désir qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas élaboré, fait qu'elles sont prêtes à faire tout et n'importe quoi. Enfin, tout au moins à l'époque où moi j'étais vraiment sur le terrain et où là il y a eu des mises en danger graves, quoi, psychiquement et physiquement pas trop, mais physiquement, même si physiquement aussi. J'ai un très très mauvais souvenir d'une femme qui, alors qu'elle était enceinte en fécondation in vitro, elle s'est suicidée. Donc ça fait quand même réfléchir sur comment on en est arrivé là, comment c'est possible d'en arriver là. Et puis ça peut mettre le couple très en danger aussi, parce que c'est une sexualité qui est totalement médicalisée. Tout ramasse, la sexualité, tout ramasse. Oui. Moi je pense qu'au niveau de l'adoption, il y a des choses qui ont évolué et qui permettent d'apporter une alternative intéressante à la PMA. L'adoption des femmes seules, notamment, a beaucoup progressé depuis quelques années. Et puis, une adoption qui est aussi facilitée dans certains pays par rapport à d'autres et qui est beaucoup plus tardive aussi, souvent. Donc ça, c'est aussi un progrès, je trouve. Oui, vous voulez dire tardif, c'est-à-dire une femme peut adopter plus tardivement, hein, c'est bien ce que vous voulez dire. Oui, et puis des enfants aussi quelquefois plus âgés. Oui, ce qui évite le problème de la crèche qui n'est pas toujours facile en France, etc., etc. Oui. Bon, en tout cas, c'est un livre vraiment intéressant pour les femmes qui se posent la question, avoir un enfant ou pas. C'est aux éditions le Courrier du Livre. Merci beaucoup, Hélène Monet, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous en parler. Merci beaucoup. Et on fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure. Hugues Rennes dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hugues Rennes est avec nous. Je rappelle que vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité, sur le désir d'enfant, et on peut vous retrouver sur votre blog huguesrennes.com. Nous allons conclure avec Jason. Bonjour Jason. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Ravi de vous avoir. Mais nous aussi, merci. Donc vous êtes père, hein, visiblement, vous avez des enfants déjà ? Oui, tout à fait. J'ai 2 enfants, un qui a 19 ans et ma fille qui vient de fêter ses 17 ans. D'accord. Voilà. Et vous êtes avec une nouvelle compagne qui, elle, n'a pas d'enfant, hein, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Elle a 28 ans, d'origine africaine. Ça, je le précise parce que c'est important pour la suite. Alors, ça aurait été quelqu'un qui aurait été français, je dirais, moi, j'étais pas très très chaud pour avoir des enfants. Voilà, surtout la période actuelle. Voilà, moi, j'ai 46 ans. Je dirais dans 20 ans, j'en aurai 66. Après, voilà, c'est l'âge des études et tout ça. Et voilà, je tiens à pouvoir assurer sans souci. Alors, autant avoir des enfants plus jeunes, ça ne pose pas de problème. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon premier, j'avais 23 ans. Ma fille qui est arrivée 2 ans plus tard. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de faire leur début d'études, parce que mon fils a commencé ses études supérieures. Voilà, je suis encore gérant d'activité, donc c'est facile pour moi d'assurer les études, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Avoir des enfants aujourd'hui, dans la situation actuelle en France, objectivement, je suis pas très chaud du tout. Il faudrait vraiment un contexte spécial. Cela dit, votre discours, on l'entend souvent sur des hommes qui ont déjà eu des enfants et qui se remarient ou en tout cas se remettent avec une femme plus jeune. Bon, ils en ont eu, ils n'ont pas spécialement envie de recommencer, sauf que la femme plus jeune, elle, et ça a l'air d'être votre cas, en a envie. Alors, c'était pas le cas jusqu'à encore très très récemment. En fait, pour elle, voilà, on faisait plus partie pour adopter des enfants ou des trucs comme ça. Mais en avoir elle-même, elle n'en voulait pas. Là, la situation a un petit peu changé. En fait, on a pour projet de déménager en Afrique, je dirais dans les 3-4 ans qui arrivent. Et là-bas, pour le coup, c'est beaucoup plus facile pour les élever. Déjà parce que la vie est d'une part moins chère, mais on a aussi beaucoup d'aide. C'est vrai qu'en fait, il y a toujours la famille qui est là pour les aider. Et objectivement, c'est vrai que moi, j'ai plus la patience que j'avais il y a 20 ans. Non, mais ce que vous dites est très juste. On oublie, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a une époque où il y avait la famille qui était là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les couples parfois se retrouvent très seuls avec leurs enfants en bas âge et qui travaillent, et c'est compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple. Ouais.
Alors que là, c'est vrai que de son côté là-bas, je sais qu'eux, ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on ait des enfants justement pour s'en occuper. Donc c'est vraiment une demande de leur part parce qu'ils veulent materner en fait. Donc voilà, du coup, je suis. Oui, mais c'est une demande. Il faut que ça soit une demande de la vôtre ou de celle de votre compagne d'abord, quand même, pas d'eux. Je ne vais pas avoir des enfants pour faire plaisir aux autres. Non, merci. Oui, les conditions vont être peut-être plus faciles là-bas, mais il y a quand même un choix fondamental à faire parce que vous pouvez être aussi amené à redéménager, je ne sais pas, et donc avoir moins d'aide autour de vous. Ouais. Oui, et puis c'est vrai, comme disait disait Brigitte, le contexte a beaucoup changé. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait les grands-parents qui étaient à côté, il y avait les parents, les grands-parents, il y avait tout un environnement familial au sens beaucoup plus large que maintenant, où il y a le papa, la maman. Et le papa, quand il est boss, il est peut-être pas là, etc. Donc c'est beaucoup restreint, quoi. Et alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en plus, les femmes qui veulent avoir un enfant toutes seules et qui se retrouvent toutes seules à s'en occuper au moment où il y a beaucoup de besoins de soins, elles sont en difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, et elles ont besoin d'être aidées par la société, ce qui montre bien que c'est pas facile, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et à côté de... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui. Et à côté de ça, en fait, moi j'ai ma fille du coup qui a 17 ans, et elle rentre, elle n'est pas du tout chaude pour en avoir. Elle a envie de profiter de la vie, d'aller de voyager. Mais les enfants, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Alors, 17 ans, c'est assez normal. Hein. Je pense que beaucoup de... Enfin, c'est encore une ado. Hein. Mon fils, par contre, lui, c'est l'inverse. Ils ont 2 ans d'écart. Hein. Oui. Et lui, par contre, avoir des enfants, ça ne le dérangerait pas. Bon, pas maintenant, parce qu'il termine ses études quand même. Mais autant ma fille, elle, c'est non. Autant mon fils, lui, n'est pas du tout fermé. C'est déjà moins engageant pour un homme que pour une femme, hein, quoi qu'on en dise. Hein. C'est vrai. Je pense que la femme se pose la question par rapport à son corps, par rapport à et puis à sa propre histoire, bien sûr. Mais l'homme ne se pose pas cette question par rapport à son corps, je crois. Oui, puis la femme est en première ligne. Hein, c'est elle qui va le porter, c'est elle qui va s'en occuper en premier, qui va l'allaiter s'il y a allaitement, qui va. Et puis il y a aussi, je trouve, chez les femmes, ça je l'ai déjà entendu, il y a la peur de l'accouchement qui est à juste titre d'ailleurs, parce que c'est quand même pas une partie de plaisir. Et quand le désir d'enfant n'est pas là, n'est pas encore là, cette peur-là suffit déjà à dire moi de toute façon j'en veux pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, ça peut être un énorme frein. L'accouchement peut être un très gros frein, oui. C'est exactement ça. En fait, elle ne veut pas vivre son corps. Voilà. Et l'accouchement, donc pour elle, c'est une chose qui est très difficilement envisageable. Je préfère une césarienne qu'un coucher. Ah oui, ça. Bon, là, il faudrait discuter aussi. Mais je pense qu'aussi à 17 ans, si vous voulez, elle est en train de construire sa vie, de faire ses expériences, enfin, je sais pas, et qu'elle a envie de vivre autre chose. C'est pas dans son psychisme, à mon avis. Hein, comme ça, je la connais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a envie de vivre sa vie, de faire ses expériences, de déguster. Là, je parlais de ma compagne, pas de ma fille. Hein. Ah oui, d'accord, moi je parlais de votre fille. Voilà, c'est ça. Oui, mais attention, parce que la césarienne, heureusement que ça existe aujourd'hui, ça sauve des vies, évidemment, mais il ne faudrait pas que ce soit une opération de confort. Enfin, c'est un peu ce que vous voulez dire, Hugues, j'imagine. Ah ben oui, là, il y a une grosse déviance qui a eu lieu il y a quelques années, où même les réseaux médicaux, puisqu'on en est en réseau dans les maternités, hein, poussaient beaucoup à la césarienne dans multiples conditions. Et moi, j'ai dit, mais j'ai jamais appris ça. Moi, j'ai appris que la césarienne, c'était quand on ne pouvait pas trop faire autrement, quoi. Et on est revenu en arrière parce qu'il y a eu 2-3 accidents. Donc, c'est une intervention chirurgicale. Comme toute intervention chirurgicale, elle laisse des traces de fragilité de l'utérus, etc. Et donc, on ne peut pas faire ça comme ça, juste parce qu'on n'a pas envie d'accoucher. Ça veut dire qu'il faut revoir l'accouchement, il faut revoir comment on aborde l'accouchement, il faut repréparer les femmes. Il y a tout un travail à faire. Je ne sais pas s'il est mieux fait maintenant qu'avant, mais j'ai pas très mal l'impression, quoi. Oui, c'est quand même une opération qui ouvre hein, pour cause. Et ensuite, je crois, enfin c'est ce que j'avais entendu, c'est que quand l'enfant passe par le vagin, il est plus facilement immunisé contre certains germes, etc., que lorsqu'il est sorti. Oui, il y a plusieurs choses qui se passent. Juste, oui. Hein, mais... Alors, pour l'immunisation, peut-être, oui, mais surtout, c'est qu'il y a une expérience nécessaire dans le passage qui fait qu'ils arrivent plus près, plus mûrs pour vivre sur Terre, c'est-à-dire en particulier de point de vue pulmonaire. C'est-à-dire qu'ils ont moins de difficultés à démarrer quand ils sont passés par la voie naturelle. Avec la surveillance qu'il faut et sans souffrance, bien évidemment. Bien sûr. Et qui sont donc plus adaptés à la vie sur Terre quand ils sont passés par les voies naturelles.
D'accord, donc si on peut éviter, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc c'est si bien. on peut pas, mais si on peut. Voilà. Après, chacun fait évidemment ce qu'il veut. On n'est pas là pour donner des ordres. On est juste là pour éveiller les consciences. Oui. Ça, je crois que c'est une expression qui vous conviendrait bien. Ça. Tout à fait. Donner une information. Non. Oui, mais c'est important de toujours donner des informations dans un sens, je dirais, humain. Tout à fait. Et pas enfin moi j'ai pas d'avis, si ce n'est que tant qu'à faire, autant que ça soit mieux pour la mère, le père et surtout l'enfant, puisque on l'a peut-être dit pas suffisamment tout au long de ces 2 heures. On n'a pas un enfant, on choisit d'être parent. Ouais. Ça vous va comme conclusion? Tout à fait, Brigitte. En tout cas, merci Hugraine. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog hugraine.com. Merci Jason d'avoir terminé avec nous cette émission. Et puis lundi, on sera avec Bruno Clavier. Vous le savez, Bruno Clavier est un peu le spécialiste des abus sexuels, notamment durant l'enfance. Et avec lui, on verra comment on peut justement aller mieux, remonter la pente après ce traumatisme.